laisse-moi juste un petit instant. Bon, c'est parfait pour l'enregistrement. Donc, si tu permets, Daniel, je vais commencer par juste dire quelques mots puis me présenter. Donc, officiellement, bonsoir à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Annie Brissette, je suis directrice des opérations d'Agile Montréal. Donc, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez avec nous ce soir pour la conférence de Daniel. Avant de commencer, c'est ça, je faisais un petit tour de piste, voir comment les gens avaient entendu parler de l'événement. Donc, on est vraiment présent sur différentes plateformes. On a un site web, on a une infolettre, on est présent sur les réseaux sociaux. On a également un groupe Meetup. Donc, je vous invite à venir nous rejoindre sur ces plateformes-là. Là, je suis certaine qu'il y en a une qui répond à vos besoins. Puis de cette manière-là, vous allez toujours pouvoir rester alerte aux prochains événements qui s'en viennent aussi parce qu'on a des événements gratuits à tous les mois. En plus, maintenant, avant, on en avait toujours 2 par mois. Maintenant, ça arrive qu'on en a, ce mois-ci, je pense qu'on en a 8 même des événements. Donc, si vous voulez rester à l'affût de ce qui se passe côté activité, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux ou de vous abonner à l'infolettre. Sinon aussi, s'il y en a parmi vous qui veulent proposer des sujets de conférences ou d'ateliers, je vous invite à le faire. La plupart des événements qu'on a de manière mensuelle, c'est tous des événements qui sont proposés par des membres de la communauté. Donc, s'il y a des ateliers que vous avez le goût d'animer, de transmettre vos connaissances à la communauté ou de tenir une conférence, n'hésitez pas non plus à nous envoyer un courriel ou nous faire signe sur une de nos plateformes. Ça va nous faire plaisir d'étudier votre proposition puis éventuellement que vous fassiez également partie de la programmation mensuelle. Donc, sans plus tarder, je passerai la parole à Daniel, notre conférencier de ce soir, pour sa conférence « La gestion par exception, le maillon manquant d'Agile ». Donc, Daniel, je te passe la parole. Bien, merci beaucoup, Annie. Alors, mon nom est Daniel Doiron et je me permets tout de suite de dire un petit peu un mot sur ce que c'est la gestion par exception. La gestion par exception, c'est tout simplement un système qui t'envoie un signal puis qui dit arrête, ou un système qui t'envoie un signal puis dit fais quelque chose ou fais rien. C'est ça la gestion par exception. Et ça enlève, ce qui est le fun, c'est que ce sont des signaux qui viennent des systèmes et qui enlèvent la lourde tâche à l'être humain de tout faire ce processus d'analyse ou de décision de la gestion par exception. Donc aujourd'hui, on va regarder j'ai divisé en trois morceaux. Le premier, c'est la théorie des contraintes, les bases de la théorie des contraintes, parce que TameFlow est beaucoup inspiré par la théorie des contraintes, Kanban, et aussi Pattern Theory. Les daily stand-up, on en fait beaucoup en Kanban et en Scrum, et on va vous montrer des façons de faire en sorte que de ne pas y aller, quand il n'y a pas de raison de ne pas en avoir un. Surtout en Kanban, en Scrum, c'est obligatoire, là, mais ça, c'est une autre histoire. Et on va regarder aussi une des applications du Dr. Gourath qui est sur la gestion de projet avec les buffers CCPM et la loi de l'étoile. On va aller dans des il y a quelqu'un qui fait du bruit qui pourrait peut-être fermer les micros, Annie, de tout le monde? Oui. OK. C'est qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées. OK, bien, merci. Puis on va regarder la loi de l'étude sous un angle vraiment très poussé. La loi de l'étude, tout le monde la connaît, mais il y a peu de gens qui en connaissent les subtilités, puis c'est quand même quelque chose d'important à maîtriser. Alors, mon nom est Daniel Doiron. L'an passé, il y a exactement 1 an, moi et Steve Tandon avons écrit un livre assez définitif sur l'agilité qui est considéré comme, à juste titre, je dirais, comme l'un des meilleurs depuis les 10 dernières années. Les témoignages des plus grands penseurs dans le domaine de la théorie des contraintes, Kanban, Lean, discipline agile, Flex et Throughput Accounting sont tous témoignés sur le livre. Le livre vaut 200 $ sur Amazon, format papier, mais vous avez un petit lien ici que j'ai mis dans le chat. Vous pouvez l'avoir sur Leanpub pour 40 $. Il y a quelque chose qui résume bien le livre, puis c'est tout à fait pertinent à la rencontre qu'on va avoir aujourd'hui. Et c'est vraiment profond ce qui est dit là. C'est ce qui apparaît dans le petit carré bleu.
What most approaches fail at is not the planning itself, but in how execution is managed. In the time flow approach, we're not thinking about the execution of the plan, but more specifically about the execution of the work, a work that was presumably planned, with the use of leading indicator and management by exception. Management by exception, c'est pour ça qu'on ici, on va voir la pointe de l'iceberg, on a des tonnes et des tonnes de trucs, on va voir des choses intéressantes aujourd'hui, puis que vous pouvez, en passant, mettre en pratique demain. C'est pas si difficile que ça, mais quand on ne sait pas, on ne sait pas. Alors, Time Flow, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. On est le marché depuis 2011 jusqu'à maintenant. Il y a certains pays où on est très, très, très populaire. Puis évidemment, Steve Tandon, qui est le créateur de l'approche, ben, il s'est fait pogner par le blockchain. Hein? Tout le monde en parle hein, du blockchain. Ben, Steve Tandon est une des autorités mondiales dans le blockchain. Il fait des crypto-monnaies, il fait un paquet d'affaires. Puis de 2014 à 2020, il était en mode sous-marin. Puis en 2020, je suis allé le sortir de l'eau pour lui faire prendre un peu d'air puis dire ça peut être temps que tu fasses de quoi avec ça pour recontinuer ce qu'il faisait. Time Flow, on est dans la haute performance. Si jamais vous savez un peu ce que c'est la branche AMG de Mercedes, c'est tout simplement, ils prennent tout simplement des Mercedes de base et ils changent. Tout ce qu'ils font en fin de compte, c'est qu'ils mettent un nouveau chip dans le moteur ou 2, 3 nouveaux chips quelque part dans l'engin. Et soudainement, cette voiture-là devient performe du double de ce qu'elle performait avant. Alors, nous, ce qu'on fait, en fin de compte, c'est un peu ça avec la haute performance. C'est qu'on donne des nouveaux patterns, des nouveaux modèles mentaux, des nouvelles façons de penser qui font en sorte que peu importe où vous êtes, à quel niveau de maturité vous êtes, vous allez connaître des gains en performance faramineux parce que ce qu'on offre, c'est spécialisé et très peu connu, mais ça marche. Maintenant, je fais toujours ce petit exercice-là quand je commence une de mes formations et je vous demande à tout le monde comment de temps vous pouvez vivre sans oxygène. Alors, je me lève la main, puis quand je suis plus capable de respirer, bien là, je me baisse la main. Puis, c'est le temps que je ne peux pas vivre sans oxygène. Et c'est le temps aussi que vous ne pouvez pas vivre sans argent. Okay? Parce que l'argent, c'est essentiel, c'est l'oxygène de votre entreprise. Et le docteur Goldratt, de la théorie des contraintes, c'était une de ses sources de préoccupation parce qu'en 1980, il y avait un de ses amis qui avec la période d'inflation qu'on avait en 1980, 20 d'inflation et le chômage. Il fallait qu'il aide son ami, puis il a dit « Non seulement je vais t'aider à faire de l'argent aujourd'hui, mais je vais t'aider pour en faire tout le temps. » Et la contribution d'Eli Goldratt à la gestion est inégalée. C'est de loin le plus grand génie. Si je donnerais à un d'entre vous 2 millions de dollars pour améliorer ce système-là, on voit que la capacité, là où la capacité est à 4, bien, c'est ce qui dicte le débit du système, le throughput. Les autres endroits où il y a de la capacité à 6 ou à 6 ici, mettez plein d'argent que vous voulez là-dessus. Ça ne changera rien à la capacité du système parce que là où il faut agir, c'est là où la capacité est à 4. C'est simple, hein? Mais combien d'entre vous le font? Qui d'entre vous est capable de trouver la contrainte dans vos systèmes? Lequel de vos systèmes a la capacité de détecter ces contraintes-là? Mais si vous voyez toutes les méthodes d'amélioration continue, là, je ne les nommerai pas, vous pouvez les voir à l'écran, ils ont une chose en commun, bien, ils ont une chose qu'ils n'ont pas et que la théorie des contraintes a, c'est que la théorie des contraintes est un modèle d'amélioration continue
qui focus sur Herbie. Herbie, c'est la contrainte, c'est le maillon faible de votre entreprise. Puis, si vous allez avec toutes ces autres approches-là, bien, vous allez mettre de l'argent partout dans vos systèmes. Vous allez augmenter vos coûts et vous n'aurez pas beaucoup de bénéfices. À moins d'être chanceux, parce que si dans vos chantiers d'amélioration, vous frappez sur la contrainte par hasard. Mais à la théorie des contraintes, on ne frappe pas sur la contrainte par hasard parce que c'est ce qu'on vise tout le temps. On voit un peu la théorie des contraintes. Là, évidemment, la théorie des contraintes, ça a originé un peu dans le monde manufacturier, mais après ça a été dans le monde du génie civil. Puis, la contribution de ThinkFlow, c'est que ça l'amène dans le monde du travail intellectuel, les connaissances. Alors, regardons un peu d'où ça vient, la théorie des contraintes, par rapport à ce que Ford, Toyota et autres ont pu apporter. Ford, la TPS et la théorie des contraintes, ce sont des systèmes de gestion de la performance phénoménales qui utilisent la gestion par exception. À un moment donné, ces systèmes-là, ils vont dire « arrête de produire ». Vous avez un lien ici en bas que j'ai mis dans le chat qui est de l'article « Standing on the Shoulders of Giants » de Eli Conrad. C'est 7-8 pages. C'est probablement l'article le plus fin qui a jamais été écrit en gestion. Puis, tous ces systèmes-là de Ford, TPS, la théorie des contraintes, ce sont tous des systèmes qui envoient un signal de gestion par exception qui dit « arrêtez de travailler, la cour est pleine ». Puis, ce sont des signaux qui vont totalement à l'encontre de la gestion traditionnelle puis de la comptabilité traditionnelle qui dit « il faut que tu travailles, il faut que tu produises, il faut que tu travailles, il faut que tu produises ». Alors, on va voir c'est quoi les bénéfices de ça. Dans l'époque de Ford, ce qu'on faisait, c'est qu'il avait de l'inventaire qui n'était pas variable. Tu sais, c'était un pneu, c'était un pneu, puis c'était tout le temps le même pneu. Puis un moteur, c'était tout le temps le moteur. Puis Ford le disait, hein, tu peux avoir n'importe quelle couleur de la Ford T, en autant que c'est noir. Puis, la manière qui réduisait l'inventaire, c'est que l'espace de travail entre les travailleurs était très, très étroit. Fait qu'il n'y avait pas 25 pneus qui pouvaient s'empiler entre ces deux personnes-là. Puis lui, là, le monsieur qu'on voit, là, qui est mon pointeur, il ne pouvait pas traverser en arrière pour aller faire quelque chose de l'autre côté de la voiture. Hein. Il n'y avait pas d'espace. Il n'y avait aucun espace. Ça, c'est d'autres images de la chaîne des montages. On voit qu'il y a très peu de variété dans l'inventaire. Mais ça n'empêche pas que pour faire une voiture à cette époque-là, ça prenait 81 heures du minerai, de la mine au consommateur. 81 heures avec 5000 pièces d'assemblage. C'est un record qui ne sera jamais battu. À moins, évidemment, qu'on s'en vienne avec des chars, des voitures complètement en plastique, là, puis tu mets ça dans un moule, puis une heure après, c'est fini, ce qui n'est pas dans le domaine de l'impossibilité. Mais pour l'instant, ça fait un bon record qui n'est pas avec d'être battu. TPS Toyota s'est inspiré des systèmes de supermarchés aux États-Unis. Toichi Ohno est venu aux États-Unis et a dit « Wow, c'est intéressant. À toutes les fois qu'il y a un petit espace qui se libère, il faut mettre quelque chose, mais il y a des gens qui viennent mettre juste des petites batches. Hein? Puis évidemment, à l'époque, quand tu faisais de la production, tu faisais des grosses batches de 1000, 2000 systèmes, puis après ça, parce que c'était comme ça que tu arrivais à une quantité économique. Là, quand ils voyaient les gens juste faire du replenishment à petite échelle, puis souvent, ça allait complètement contre les façons de gérer à cette époque-là. Et lui, comme on voit, il y a de l'espace pour passer en avant de la voiture, il y a de l'espace pour passer en arrière de la voiture, contrairement à Ford. Puis les pièces, là, ils sont toutes petites. Hein? Puis le bac qu'on voit ici, il est tout petit. Mais si vous aviez été dans cette même usine-là, il y a 15 ans,
ce bac-là, il aurait été 4 fois plus gros, puis toutes les pièces auraient été 4 fois plus grosses. Alors, réduire était une des façons de gérer le haut taux de variabilité qu'il y avait dans les pièces d'inventaire. Taiichi Ohno, on dit « Wow, c'est un génie ». C'est le premier qui a décidé de traiter les inventaires comme un passif. Mais c'était un homme de son époque, hein, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, de l'inventaire au Japon, il n'y en avait pas. Alors, il a tourné la situation à son avantage et c'est là que ça fait son génie. Ce n'est pas parce qu'il a pensé, c'est parce qu'il est obligé de s'adapter. Et Taichi, en fin de compte, il dit « Je ne veux pas de gaspillage, je veux réduire les coûts et je veux que lorsqu'il y a une pièce qui manque sur l'étagère qu'on a vu dans un supermarché, ça me donne un signal pour tirer puis aller livrer de la marchandise. » Donc, Toyota, c'est des environnements stables et la demande est prévisible. Et maintenant, arrive le docteur Goldratt avec sa théorie des contraintes et son système de replenishment de l'inventaire qui est le drum buffer rope. On ne rentrera pas trop en détail parce que ça prend un bon 15-20 minutes à expliquer. Mais ici, j'ai ma contrainte ici. Puis lui, au lieu de compétitionner sur Ford, qui était sur l'espace de travail, puis sur Toyota, qui était sur la variété puis les petites quantités d'inventaire, bien, Goldratt, il a décidé de compétitionner sur le temps. Il dit, ça me prend combien de temps, une fois que le morceau est passé ici, que je le commande dans les matières premières pour qu'il arrive ici? Et c'est là la subtilité, c'est qu'on vise tout à réduire l'inventaire chez Ford, chez Toyota. Mais lui, la théorie des contraintes, il dit, moins qu'il va en avoir d'inventaire dans mon système, moins ça va prendre de temps pour que quand j'envoie un signal ici, que le stock arrive. Donc, les trois, ils ont des stratégies de minimiser l'inventaire. Un qui va par l'espace de travail, l'autre qui va par l'inventaire et le troisième, Goldratt, qui va par le facteur temps. Donc, la théorie des contraintes, il y a beaucoup de variabilité dans le genre de travail qu'on peut faire. Ça s'applique à tous les secteurs de l'économie parce que la théorie des contraintes marche pour le marketing, parce qu'il y a des applications pour le marketing, pour les ingénieurs, parce qu'il y a des applications pour les ingénieurs. Et TimeFlow, avec Steve Tandon et moi-même, on a fait des applications depuis les 10 dernières années pour les travailleurs intellectuels. Et évidemment, ces environnements où il y a une grande instabilité au niveau de la demande, qu'est-ce qu'il faut faire, les produits. Maintenant, on va faire des petits trucs pratico-pratiques. Le reste de la réunion, vous allez, en fin de compte, si vous sortez à la fin, vous allez être capable de faire des choses magiques qui vont vraiment faire tomber vos collègues, qui vont mettons que ça va les renverser. Le daily stand-up. Le daily stand-up, il y en a en Scrum, il y en a aussi en Kanban et dans d'autres sphères. Mais on va voir une façon de faire en sorte qu'on n'a pas besoin d'y aller, surtout en Kanban, puis en TimeFlow aussi, parce qu'en TimeFlow, on ne recommande pas d'aller dans les daily stand-up quand il y a certaines conditions qui arrivent. Alors, un daily meeting en Kanban, c'est tout simplement de balancer la demande avec la capacité, la demande avec l'offre. Oui, c'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'on fait dans un daily stand-up en Kanban? Bien, si on part de droite à gauche, puis on passe tous les éléments, puis après 15 minutes, bien, si on est arrivé à test and process, bien, on arrête. C'est la fin du meeting. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est quelque chose d'urgent ici, là, puis qu'il faut y faire de quoi? Bien, l'horloge vient de sonner, comme on dit. Alors, ce n'est pas nécessairement génial. Il y a un outil par Daniel Vacanti qui s'appelle le Waypaging.
Daniel Vacancy. C'est un plugin qui existe sur Jira. Si vous faites des tickets sur Jira, achetez le plugin. C'est là, c'est automatique, ça se fait en 2 secondes. Puis c'est une façon de faire de la gestion par exception. On va regarder comment ça marche. Ici, à 50 puis 7 jours, ça veut dire que 50 des tickets prennent 7 jours ou moins à finir. À 70 ça veut dire qu'à 12 jours, ça prend 12 jours, 70 du temps pour qu'un ticket soit fini. Fait que là, quand je marchais dans mon Kanban de droite à gauche, bien, je ne serais jamais venu voir ce petit truc rouge ici qui est dans mon Waiting for Development, le 5, il est en rouge. Mais je n'aurais jamais été le pogner, celui-là. Mais si vous prenez le web paging, vous n'allez pas de droite à gauche bêtement. Vous allez du rouge au jaune au vert. Et si un matin, vous vous réveillez, puis tout est dans le vert, eh bien, n'allez pas au meeting. TimeFlow, on aime bien ce petit axiome qui tient aussi de Kanban qui dit « Let people work », laissez les gens travailler. Et on voit qu'avec ce stratagème-là, on focus sur ce qui est rouge, puis sur ce qui est jaune, on regarde l'importance, puis quand tout est vert, on essaie d'éviter d'aller à un meeting. Il n'y a pas de raison de se rencontrer si tout est vert et tout va bien. Alors ça, c'est un petit truc que vous pouvez amener demain matin. Il est simple. Si vous avez Jira, vous achetez l'extension, comment il s'appelle, Daniel Vacancy, Actionable Agile. C'est là, tu l'achètes, tu downloads, tu l'as. Puis c'est facilitant et c'est quelque chose que TimeFlow supporte. Maintenant, on rentre dans quelque chose qui est avancé, mais qui est très accessible si on comprend et on sait quoi faire. Mais si tu ne sais pas, tu ne connais pas ça, tu ne pourras jamais le deviner. Alors, c'est les CCPM buffers et la loi de Little. La loi de Little, j'espère que tout le monde la connaît, mais on va aller en détail. Et les buffers CCPM, c'est que le CCPM, c'est le Critical Chain Management, qui a été inventé par le Dr. Goldratt et c'est son application de gestion de projet. Le PMI a son approche là, avec le Critical Path Management, mais le Dr. Goldratt, il a son approche de gestion de projet avec le CCPM. On va voir les applications de la théorie des contraintes. Il y a une application pour le manufacturier, pour la distribution aussi, mais dans TimeFlow, on prend l'application du Drum Buffer Rope. On prend aussi l'application du génie avec la gestion de projet, le CCPM, le Critical Chain Project Management, puis aussi l'application finance qui est avec le Throughput Accounting. Le docteur Goldratt, avant de mourir, il avait l'intention de faire 6 applications. Malheureusement, il a juste réussi à en finir 4, mais de ces 4-là, TimeFlow en a pris 3 et les a transposés dans le domaine du travail intellectuel. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'on va tout simplement se concentrer sur une des facettes du Critical Chain Project Management, OK? Qui va nous donner des signaux au niveau de l'exécution. Premièrement, j'aimerais parler de quelques différences entre le PMI, le Critical Path, c'est leur système de gestion de projet, et le CCPM, qui est le Critical Chain de Goldratt. Dans le PMI, le Critical Path, on vit dans un monde où il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas de contraintes. À toutes les fois qu'on fait un changement puis qu'on sauve le plan, le chemin critique change. Les variances, les buffers sont traqués, sont gérés au niveau de la tâche
Tout est géré par milestone, ce qui encourage les optimisations locales. Et la probabilité qu'une tâche sur le chemin critique soit complétée à temps est à peu près tout le temps de 50 %. Les statistiques le disent avec le critical path. Et tandis que quand on utilise le critical chain puis qu'on se concentre sur l'aboutissement du projet, les projets qui sont faits en critical chain sont 90 % du temps rencontrent leur deadline. Si je suis ici à droite, le critical chain, on vit dans un monde qui est contraigné. Il y a des contraintes. Si j'ai 3 DBA, là, où j'ai 2 programmeurs, c'est une contrainte. Mais le critical path du PMI n'en tient pas compte. Mais le critical chain en tient compte. Si j'ai des problèmes d'inventaire, j'ai des problèmes de budget, le critical chain aussi va en tenir compte. Puis la beauté qu'il y a, c'est que peu importe les changements qu'il y a dans le projet, le critical chain, il ne changera pas. Parce que la variabilité est absorbée à la fin du projet dans un buffer commun qui va à la fin du projet. Et c'est ce qu'on va voir, le buffer management, là, un peu en long et en large pour le reste de la discussion. Et ce qu'aucun mouvement en agile les moyens, ne fait, en fin de compte, c'est qu'aucun mouvement en agile a les moyens de gérer et de détecter les causes communes et les causes spéciales de variation. Pourquoi? Parce que pour faire ça, ça prend un plan explicite. Ça prend un plan pour faire de la gestion explicite des risques. Et il n'y a personne qui est capable de faire ce plan-là en respectant l'essence de ligne qui dit que ce plan-là devrait venir à aucun coût. Alors, si on veut rester dans l'esprit de ligne, dans l'esprit d'agile, faire de la gestion explicite des risques, pour pouvoir gérer les causes communes et spéciales de variation, il faudrait qu'on réussisse à faire un plan, à le suivre, mais que ce plan-là ne coûte pas une scène. Ce qui est tout un défi. Maintenant, entre le critical path et le critical chain, là, il faut que je fasse, parce que là où je m'en vais, là, dans les 2-3 prochaines minutes, il y a tout un raisonnement. Il y a tout un raisonnement, puis ça prend au moins 3-4 heures à l'expliquer. Alors, je vais tenter de l'expliquer en 2 minutes, puis là, il va falloir faire acte de foi pour la prochaine partie. Le CCPM, le Critical Chain Project Management, quand les gens qui font les estimés donnent leurs estimés, on les coupe toujours par 50 % pour tenir compte de l'effet de Parkinson, le sandbagging, le student syndrome, puis les inflated estimates. Là, je dispense de lecture à savoir qu'est-ce que chacune de ces choses, de ces systèmes-là est, parce qu'on le sait tous. Et alors, on prend les estimés à 50 % dans TimeFlow, en prenant l'average flow time, les données. Pour arriver à ça, pour couper à 50 %, ce qu'on fait, si vous faites du Kanban, vous avez, puis maintenant du Scrum avec Kanban, là, parce qu'à un moment donné, vous arrivez avec des métriques qui vous donnent des average flow time. Mais l'average flow time, c'est l'average flow time, c'est 50 %. Puis si on applique la loi de Little comme fou, bien, on sait qu'un rapport d'architecture, ça prend 5 jours, 50 % du temps. Que ça prend 10 jours, 50 % du temps pour un rapport. Alors, on les a, nos estimés, à 50 %, qui sont essentiels à ces CPM. Puis ça ne nous a pas coûté une scène. Et la troisième chose qu'il faut faire, pour respecter Lean et pour être capable de gérer les causes communes et les causes spéciales de variation, ça prend la gestion des buffers du CCPM. Alors, tout ça ensemble, ça prend un petit bout de temps avant d'expliquer comment tout ça est interrelié. Mais là, il faut juste faire acte de foi puis accepter que d'où je pars puis ce que je fais est bon. Mais ça l'est parce que c'est utilisé
à des tonnes et des tonnes de place dans le monde, puis ce n'est pas remis en cause. Mais par contre, dans notre communauté de pratique d'avril sur la gestion explicite des risques, on va aller de long en large là-dedans si jamais ça vous intéresse. Là, regardez ici, pourquoi que mon truc ne s'anime pas? Mes bulles seraient supposées de bouger. Enfin, ça m'embête. Est-ce que tout le monde est que j'ai perdu Annie, est-ce que tout le monde est là encore? Oui, oui, tout le monde est bien là, bien à l'écoute. Juste une seconde. On sent que ça veut, ça fait comme un petit bruit. Non. Ouais. OK, est-ce que vous voyez mes bulles bouger là? Oui, là, on voit super bien. OK. Quand je le mettais en grand écran, ça ne marchait pas, mais là, regardez là. Là, vous êtes dans un projet, là, où il y a, dans un portefeuille où il y a 50 projets. Allez-vous tous les inviter à la réunion bi-hebdomadaire du portefeuille pour que tous les projets comme le A qui sont en vert se préparent pendant 4-5 jours et disent « Hey, moi, je suis correct. » Ah ouais? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Puis le projet C, il devrait être là. Ça, c'est sûr. Le projet B, il a l'air à sortir de sa misère. Fait que là, si j'ai 50 projets là-dedans, là, ça serait le fun de dire, hey, projet A, Z, 23, 24, venez pas parce qu'on sait que vos indicateurs d'exécution au niveau de votre planification sont bons et excellents. Fait qu'allez en paix puis ne venez pas. La gestion, les coûts afférents à la gestion de portefeuille contredisent de façon totale la nature de la prise de décision par les coûts faramineux qu'ils emmènent. Quand tu vois une gestion de portefeuille, là, de semaine en mois, en trimestre, c'est toujours les mêmes affaires qui se discutent. On perd un temps énorme, surtout avec des projets qui vont bien. Alors là, ce qu'on va faire, aujourd'hui, on va regarder un projet. On va regarder un peu le projet, par exemple, A, qui commence un peu ou n'importe quel, où il va passer du rouge au jaune puis au vert. Puis en étant au rouge, on dit, ben viens-t'en au meeting de portefeuille. Quand il est au vert, on dit, ben viens pas. Puis c'est ça la gestion par exception. C'est qu'on va avoir un indicateur automatique qui va nous dire à chaque jour, hey, t'es dans le rouge, hey, t'es dans le vert, hey, t'es dans le jaune. C'est simple, mais il faut le savoir. Alors là, je continue à mettre ça en plein écran. Je ne sais pas pourquoi en plein écran, ça ne marche pas. Ah, bien, ça marche là. Ah, bon. Fait qu'enfin, maintenant, vous voyez en plein écran, là, je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas tout à l'heure. Mais on continue. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer le temps avec la loi de Little, puis on va faire une solution avec un plan qui ne nous coûte rien. OK? Là, j'ai ma loi de Little ici, là, à droite. Mais là, ici, à gauche, j'ai ma flow time distribution. Ceux qui font du Kanban, là, vous savez ce que c'est. Puis c'est quelque chose que vous pouvez maintenant faire avec Scrum qui a finalement ouvert ses yeux puis qui a adopté Kanban. Bien, vous allez avoir une flow time distribution comme ça. Puis votre average flow time ici, c'est là où c'est à 50 %, notre 50 %. Puis là, ici, on va mettre notre buffer, notre CCPM buffer. On va arriver et on va expliquer c'est quoi le CCPM buffer. Alors, on avance. Alors là, on a tout ce qu'il faut pour avoir un plan qui ne coûte rien pour qu'on puisse gérer des signaux d'exécution qui nous viennent par le CCPM. Ça, c'est la loi de Dettel. La loi de Dettel qui est exprimée comme dans un format de Cumulative Flow Diagram. On a notre average flow time, on a notre average WIP, puis on a notre throughput. Et la loi de Dettel dit que le throughput moyen est égal au WIP moyen divisé par le flow time moyen. OK, ça, c'est la loi de Dettel. Là, je fais juste l'exprimer de façon géométrique dans le format d'un CFD. OK?
Ça, le throughput, c'est l'angle ici. On va continuer tranquillement. C'est beaucoup de matière à assimiler parce que c'est nouveau. Puis moi, quand je l'ai appris pour la première fois, c'était vraiment pas facile. Alors, on va faire notre petit plan. On arrive, puis on fait un meeting. Puis évidemment, maintenant, Scrum, il dit, hein, ne faites plus d'estimer, merveilleux. Faites du forecasting, probabilistic forecasting. C'est ce qu'on a en Kanban et en TimeFlow. Alors, j'ai un work item d'architecture. Mon average flow time pour l'architecture, c'est 5 jours. J'en veux un, fait un total de 5 jours. Je veux des analyses de sources. L'average flow time, c'est 2 jours chacune. J'en veux 2, ça fait 4. Les interfaces, puis les rapports. Les rapports, ça prend 0,23 minutes. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je balance mon 100 puis mon 34. Puis on en veut 94. Puis le flow time total, c'est 32. Donc, mon projet total, j'ai 100 work items, pour un temps total de 34. Et maintenant, je me prends la loi du CCPM de GoRat et je fais mon buffer CCPM à 50%. C'est ma contingence. Et j'ai 17 jours. OK? Fait que là, je remets ça dans un beau format qu'on a vu tantôt. Là, j'ai mon plan qui ne m'a rien coûté parce que j'ai mes statistiques. Puis là, en moyenne, mon plan avec ces affaires-là, ça en prend 34 jours en moyenne. Fait que là, j'ajoute un 50% de contingent. Puis là, j'ai une zone dans mon buffer de 17 jours qui est verte, jaune et rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? On va y arriver. Mais en fin de compte, le projet va prendre 51 jours. OK? C'est ce qu'on annonce à gros clients et à tout le monde. Mais maintenant, on va le gérer avec des signaux. Au jour 10, au jour 12, au jour 14, on va être capable de dire tu es dans le rouge, tu es dans le vert, au niveau du buffer, puis au niveau du burn rate, au niveau du temps, puis au niveau du buffer. Fait qu'on va voir maintenant comment ça marche. Le buffer consumption ou la pénétration du buffer, c'est tout simplement l'accumulation totale d'activités qui sont en retard sur le chemin critique. Puis qui va dire que si tu es en retard, mais moins que 33 %, tu vas être en vert. Si tu es en retard entre 33 et 66 %, tu vas être dans le jaune. Si tu es en retard de plus que 67 %, tu vas être dans le rouge. OK? Donc, au fur et à mesure qu'on consomme le plan, bien, on peut rentrer dans le buffer de 17 jours, qui est la contingence. Tu sais. Puis maintenant, il y a un autre indicateur qui est pour les causes communes et les causes spéciales de variation. C'est le buffer burn rate. Puis, le docteur GoRat, quand il a fait ses CPM, là, c'était pour la simple et bonne raison d'être capable de trouver les causes communes de variation. Les causes communes de variation ne sont tout simplement pas adressées en agile. Okay? Parce qu'on est incapable de faire de la gestion explicite des risques. Mais en prenant juste cette partie-là de CCPM, les Project Buffer, on est capable de le faire. Le Critical Chain Project Management, c'est énorme, hein? C'est énorme. Mais on ne prend que ça dans TimeFlow. On ne prend que cette petite partie-là pour avoir des signaux qui nous disent « Hey, tu as un problème » ou qui nous disent « Hey, tu es correct ». Alors, le buffer burn rate, c'est notre deuxième signal qui, lui, est sur le temps. OK? Qui nous dit, en fin de compte, le pourcentage de buffer que tu as pris divisé par le travail actuel que tu as fait. Ce signal-là, c'est le buffer burn rate, qui est un pourcentage du buffer consommé over le pourcentage de complétion du projet. C'est un peu compliqué, mais on va tout faire les mathématiques ensemble, puis ça va... C'est ce que c'est. Okay? Alors, si le BBR est plus petit qu'1, on est vert. Si le BBR est à peu près 1, c'est jaune.
Et si le BBR est plus grand que 1, c'est rouge. Alors, le BBR, c'est quoi? Le BBR, c'est ces petites bébites-là. Là. Hein, le BBR qui est plus grand qu'un, qui est à peu près à 1 ou qui est plus petit qu'un, c'est ça. OK? C'est ça, le BBR. Et le buffer consumption, c'est quand tu es dans la zone rouge, jaune ou verte. OK? Fait qu'on va voir les deux parce que c'est deux métriques, c'est deux calculs. Et on va commencer. Ça, évidemment, ça nous dit que quand on est dans le vert, pas de problème. Quand on est dans le jaune, on pourrait être dans le domaine des causes spéciales de variation. Et dans le rouge, dans les causes, les causes communes de variation, le jaune. Et dans le rouge, les causes spéciales de variation. Mais pas toujours. Il faut toujours avoir d'autres outils pour nous garantir que c'est vraiment ça qui se passe. Hey, on commence. On commence un exemple pratique qui peut être fait chez vous demain matin. Alors, vous commencez un projet, un sprint. En passant, si vous faites des sprints en Scrum puis vous utilisez Kanban, mal vous en soit si vous ne prenez pas des sprints de 30 jours. OK? Vous allez vous faire mal. J'ai discuté de ce point-là de long en large avec John Coleman, qui est un des premiers. C'est scrum.org pour le Professional Scrum with Kanban. C'est lui qui a bâti le cours. Il est d'accord avec moi. J'en ai parlé la semaine passée. Je dis, comment ça se fait que quand vous faites du Kanban dans Scrum, vous n'avez pas que des sprints d'un mois? Daniel, c'est bien évident. Mais relax, là, on arrive. Puis John Coleman est aussi en arrière de prokanban.org, une nouvelle organisation qui donne des certifications en Kanban avec Daniel Vacanti. Donc, si vous voulez faciliter la vie, mettez vos Scrum à 30 jours, prenez vos Flow Time Distribution et partons avec un exemple. 100 work items vont prendre une moyenne de 34 jours à livrer. On est le 1er octobre, c'est la date de début du projet, puis on finit le 4 novembre. OK? Mais ça, c'est sans buffer, parce que ça, c'est juste le calcul bête et méchant. Avec le buffer de 17 jours, bien, ça va jusqu'à le 21 novembre. Et le plan, vraiment, commence le 1er et finit le 21. C'est ça le plan. Le 7 octobre, 18 items ont été complétés. Quelle est notre consommation de buffer? Ça ici. Puis, quel est notre BBR, Buffer Burn Rate? Ça, j'imagine que présentement, vous n'avez pas ces instruments-là, ces indicateurs-là qui sont faciles à générer et qui peuvent être porteurs de solutions. Parce que même en début de projet, on peut être dans le rouge. Mais on dit, hey, on est en début de projet, pas de problème. Non, tu es dans le rouge, tu es en début de projet. Faites quoi? Alors, si on regarde avec la loi de l'étoile, un peu comment ça se représente, on voit que notre average flow time de 34, notre flow time à date est de 7 parce qu'on est au 7 octobre. Puis ça fait en sorte que notre buffer, il est pénétré à 29 %. OK? Fait qu'on est encore dans le vert. Au niveau de notre WIP à date, on voit ici que le triangle rouge, là, c'est pour mon flow time. Puis le triangle bleu pâle ici, c'est pour mon WIP to date de 18 %. On a fait 18 items. Puis le triangle bleu est un petit peu plus gros que le triangle rouge. On voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait proportionnel au niveau géométrique, au niveau visuel. Et comme de fait, on voit que 29 divisé par 18, ça fait en sorte que notre buffer burn rate est à 1,6. OK? Là, c'est géométrique, c'est pas intuitif, c'est vraiment là, que c'est surtout que je ne suis pas un artiste hors pair, mais je suis un bon mathématicien. Fait qu'on va faire des mathématiques. Alors, on va faire tous les calculs qui sont nécessaires pour vous pour arriver à ça. Alors, notre actual throughput, hein, c'est le WIP à date
divisé par le flow time à date. Donc, c'est 18 divisé par 7. OK? Fait que ça veut dire que notre throughput actuel est de 2,57 work items par jour. C'est quoi notre throughput cible? Bien, c'est 34 sur 100, donc c'est 3,4. Alors, mon throughput actuel est de 2,57. Puis à la normale, dans mon plan, je devrais être à 3,4. Wow! Déjà, c'est la puce à l'oreille. Donc, mon nouveau expected flow time, là, c'est plus 34 jours, c'est 39 jours. Parce que là, je me fie à mon plan de base, mon baseline, sans le buffer. Le flow time différence, c'est de 5 jours. Si je regarde mon buffer consumption, ce qui est le flow time multiplié par 100 divisé par le CCPM buffer, là, vous avez tous les chiffres, là. Vous pouvez faire des rewind là, dans la présentation. Alors, c'est 5 divisé par 100, 5 fois 100 divisé par 17, 29. Le pourcentage de travail qu'on a complété, bien, ce n'est pas compliqué, c'est 18 sur 100, ça donne 18 %. Puis notre buffer burn rate, c'est 29 divisé par 18, ce qui nous donne 1,6. Il est rouge, hein, parce que rappelez-vous que notre buffer burn rate, quand il est plus grand que 1, c'est rouge. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, ça veut dire que notre nouvelle date de livraison est le 13 novembre. OK? Notre nouvelle date de livraison est revisée. Notre buffer penetration est encore dans le vert parce qu'on est 29 29 %, ce n'est pas 33 % parce que chacune des zones est à 33 33 33 33 À 29, on est encore dans le vert. Mais là, on a un buffer burn rate de 1,6. Qu'est-ce qu'il veut dire ça? You are consuming the time buffer at 1,6 the amount of work that needs to be delivered. Ça veut dire que quand tu as un livrable de une journée, ça te prend 1,6 jours à le livrer. Tu es dans le rouge. La consommation de ton buffer est verte, mais ton buffer burn rate est dans le rouge. Ça, c'est pratique à savoir quand tu arrives et tu es en début de projet, puis on te demande de de montrer du leadership au niveau de la gestion agile. Bien, tu amènes ça, parce que ça ne prend pas grand temps à faire ça, là. C'est super simple. C'est super simple. On va continuer. Fait que là, c'est notre exemple numéro 1. On va arriver au 2. Le 8 octobre, tu as 20 systèmes sur 100 qui sont finis. Tu regardes ça là, dans ton burn down chart. Bien, c'est quoi ton buffer consumption? C'est quoi ton buffer burn rate? Bien, ça prend 2 secondes, hein, parce que ça marche dans des fichiers Excel qui sont... Tu peux en trouver là, des fichiers Excel CCPM, là, tu fais une recherche sur le web, puis tu as 50 pages là, qui s'affichent. Ce n'est pas un problème d'en trouver un. Alors, on va regarder. Notre actual throughput, le WIP to date divisé par le flow time to date, c'est à 2,5. En temps normal, on devrait être à 3,4 items par jour. On a un problème. Notre expected flow time, il s'en va à 40 jours. Ça fait 40 jours et non pas 34. Maintenant, c'est 40 jours notre nouveau timeline, notre nouvelle date de livraison. Puis ça, évidemment, le actual throughput égale WIP to date divisé par flow time to date. C'est la loi de Little, hein? C'est la loi de Little. La loi de Little, là, il ne faut pas juste en parler, il faut aussi l'utiliser. Après ça, notre flow time difference, ben, c'est 6 jours de différence. Notre buffer consumption, c'est donc le flow time difference fois 100 divisé par le CCPM buffer, qui nous donne 35. Le CCPM buffer, hein, c'est 17 jours, on s'en rappelle tous. Et le travail complété, c'est le WIP to date fois 100 divisé par le total WIP, qui nous donne 20 %, et notre buffer burn rate nous donne 1,75. OK? Fait qu'on est dans le rouge. Donc, on est dans le jaune dans la pénétration du buffer, puis on est dans le rouge dans le temps.
Notre nouvelle date de livraison maintenant est le 14 novembre. C'est drôlement pratique hein, quand tu arrives le 8 octobre et tu disais hey, notre nouvelle date estimée de livraison, c'est le 14 novembre. Les product owners sont vraiment contents et disent wow, c'est bon de le savoir d'avance. C'est ça, la gestion par exception, c'est que tu as des signaux qui te donnent des indices sur la matérialisation du risque qui s'en vient sans que tu aies rien à faire. Donc, le buffer est consommé à 35 ici, fait qu'on est dans le jaune parce que 35 c'est plus grand que 33. Notre nouvelle date de livraison, c'est le 14 novembre. Notre buffer burn rate est à 1,75. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un item de travail te prendrait normalement un jour, mais tu prends 1,75 jours pour le faire. C'est ça que ça veut dire. C'est qu'au niveau du temps, tu perds du temps, tu n'es pas vite. OK? Alors, on a deux exemples. À date, c'est facile. Hein? Tu arrives chaque matin et tu dis voici notre consommation du buffer, voici notre nouvelle date, puis voici notre buffer burn rate. Ça bat les. Qu'est-ce que tu as fait hier, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, puis qu'est-ce que tu vas faire demain. Hein? Maintenant, le jour 20, on a 50 items sur 100 qui ont été faits. C'est quoi la consommation de mon buffer? C'est quoi mon nouveau burn rate? Puis on va voir aussi c'est quoi ma nouvelle date d'échéance. Car là, c'est toutes des mathématiques, c'est de la science. C'est de la science en passant qui est approuvée, qui a été validée depuis 1980. Ça fait longtemps, là. OK. Donc, on va regarder ce qui se passe. Notre throughput actuel est de 2,5 items par jour. On sait qu'en notre throughput normal avec notre plan, c'est 34 divisé par 100, c'est 3,4. Fait que là, on voit qu'on ne livre pas comme on devrait. Notre expected flow time, bien évidemment, ça va nous prendre 40 jours pour livrer au lieu du 34. Ça veut dire qu'on a 6 jours de différence. Notre buffer consumption, qui est le flow time multiplié par 100 divisé par le CCM buffer, nous donne 35 %. Donc, on tombe encore dans le jaune, mais juste au bord du jaune. Puis le work completed, ben, c'est 50 %. Mais là, on avance. Hein? On commence à avoir pris pas mal d'avance, hein? 50 % des trucs qui sont complétés. Puis notre buffer burn rate, si on prend 35 divisé par 50, ça nous donne 0,70. Notre nouvelle date, maintenant, pour la fin de projet est le 14 novembre. 35 % c'est notre buffer, on l'a vu tantôt. Puis le buffer burn rate, maintenant, il est à 0,70. Ça veut dire que pour chaque item qui devrait normalement te prendre un jour à faire, tu prends 70 % seulement de cette journée-là. Ça veut dire que dans le temps, tu vas mieux, tu réalises plus vite, malgré que la consommation de ton buffer est dans le jaune. OK? Les deux indicateurs peuvent aller dans le rouge, dans le vert, dans le jaune, puis revenir au vert. Ce sont des indicateurs dynamiques. Ça ne veut pas dire que ton buffer, une fois ici que tu es rendu du vert au jaune, au rouge, que tu ne peux jamais revenir en arrière. Ce n'est pas vrai. Puis c'est la même chose avec le buffer burn rate. Tu peux être dans le vert, tu peux être dans le jaune, tu peux revenir au vert, tu peux aller dans le rouge, puis revenir. Ce sont des indicateurs dynamiques. C'est ça qui est l'avantage, c'est qu'une fois que tu sais que tu as un problème, bien, tu peux t'arranger pour te comporter en fonction des projets où ils sont en problème, puis de laisser des projets qui vont bien tranquilles et de prendre des projets qui vont bien, puis d'emmener les ressources aux projets qui ne sont pas en bon état. Mais ça, tu es aveugle. Tu es aveugle si tu n'as pas ces indicateurs-là. Maintenant, on va aller dans une dernière.
Donc, regardez, on est le 26 octobre. 26 octobre. 90 items sur 100 ont été complétés. Quel est mon buffer consumption? Quel est mon buffer burn rate? Et quelle est ma nouvelle date anticipée de livraison? Alors, on n'a pas consommé rien dans le buffer. On est quasiment en train de finir. On est le 29 octobre. Là, on va finir le 29 octobre parce que le 26 octobre, on a 90 systèmes de fini. Puis on était supposé d'en faire 100 pour le 4 novembre. Fait que notre buffer, là, on n'a rien consommé. Là. On n'en parle plus du buffer. Hein? On a passé du vert au jaune. Puis là, on revient là, vert foncé. Notre buffer burn rate, bien, normalement, un item prend un jour à finir, puis nous autres, on le finit au rythme de 0,32 jours. Ça veut dire qu'on va bien, on est en bonne santé. Bien, c'est bien évident, là, on est au 26 octobre, puis ça a l'air qu'on va finir notre projet avec 90 systèmes, puis qu'il nous reste 90 systèmes, puis il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il nous reste 9 jours. Alors, ça va bien. Puis notre nouvelle date de fin de projet est le 29 octobre. Alors, à tous les jours, vous pouvez avoir ces indicateurs-là avant d'aller à vos stand-up, puis vraiment parler des vraies affaires. Et non pas de perdre du temps sur des choses qui vont bien et qui sont au vert. Ce qui, quand on ne sait pas, n'est pas évident. On va regarder maintenant, j'ai été un peu vite, mais en tout cas, ça a été vite, mais j'avais bien du matériel. Hey, c'est pas si pire que ça. Hein? Hey, le temps passe. Alors, la simplicité inhérente de ce qu'on a vu, elle est désarmante, hein? mais c'est ça l'approche de Goldratt, c'est que tout ce qui a pensé, tout ce qui a fondu, sont des choses qu'une fois que tu le sais, sont vraiment simples. C'est vraiment simple. Puis, encore une fois, le buffer, c'est un indicateur dynamique qui fait juste te dire combien tu as consommé sur cette zone de... Le mot ne vient pas à l'esprit. Puis, le buffer burn rate, ça t'indique comment vite ou pas vite que tu vas en fonction du temps, en fonction de ta cédule, du plan original. C'est un indicateur qui peut aller du rouge au vert, au rouge, au jaune, puis revenir. Pas de problème. La même chose aussi pour cet indicateur-là. Ce sont des indicateurs dynamiques, puis qui, à chaque jour, vous donnent l'heure juste. OK? Alors, pour conclure, je vous ai laissé 2 liens dans le chat. Il y a une troisième chose aussi que vous pouvez faire, c'est qu'il y a des campfires with Herbie. Herbie, évidemment, c'est le scout là, dans la théorie des contraintes. Il y a toute une légende à côté de Herbie. Puis, il y a des campfires with Herbie que Steve Tandon anime sur YouTube. Il y en a à peu près une quarantaine maintenant. Si vous voulez vraiment voir l'agilité sous un angle totalement différent, ces campfires-là sont tout à fait géniaux. Puis, il y en a à peu près de 40 maintenant, 40 heures de connaissances de pointe qui ne se retrouvent pas nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. OK. Fait que, Annie. Oui, je suis en train de repartager les liens pour si jamais il y a des gens qui sont arrivés un petit peu plus tard qui ne les ont pas vus. Fait que je suis en train de partager ça à l'instant. Puis, ben, je ne sais pas, Daniel, pour terminer, est-ce que tu voudrais peut-être répondre à des questions ou est-ce que des gens voudraient peut-être nous partager? Est-ce que c'est des choses que vous utilisez au quotidien? Est-ce que c'est des choses que vous venez d'apprendre? Je suis intéressée là, de voir s'il y a des questions ou des
des commentaires ou des témoignages. Je vois que Jimmy a allumé sa caméra. Tu peux allumer ton micro? Oui, bien merci. J'avais juste une question. Quand je regardais ces métriques-là, je trouvais ça vraiment intéressant, le concept de la vitesse qu'on prévoit brûler un buffer. Je Ouais. me demandais, dans un cas, Scrum, tu as parlé un peu du Scrum, parce qu'on le voit au niveau du projet, mais quand tu parlais, mettons, d'un sprint d'un mois, est-ce que ces métriques-là pourraient être utilisées au niveau traiter le sprint comme c'est un mini-projet d'un mois, puis regarder ça, ou c'est plus au niveau du projet que tu recommandes d'utiliser? Regarde, il n'y a pas de... L'important, c'est de le faire, hein? C'est pas de dire que c'est un sprint, c'est un scrum, c'est Ouais. un portefeuille, n'importe quoi. C'est juste que si vous avez des données de flow time là, pour chacun de vos livrables, c'est comme un rapport, ça prend 3 jours en moyenne, 50% du temps. Un écran, c'est 2 jours en moyenne, 50% du temps. Mais vous avez des flow time metrics, OK? Puis évidemment, Scrum maintenant dit arrêtez de les estimer, là, ça n'a pas de bon sens, utilisez le probabilistic forecasting. Utiliser les average flow time, c'est une forme de probabilistic forecasting. Et ça supporte le CCPM. Moi, l'affaire que je trouve qui est un mauvais réflexe en Scrum, c'est que quand tu fais des sprints de 4 semaines, ben, tu dis, on va régler les problèmes, on va en faire plus souvent, on va mettre ça à 3, puis ça va régler les problèmes. Moi, tu as encore des problèmes, ben, on va en manger plus souvent, on va aller avec des scrums de 2 semaines, des sprints de 2 semaines. Puis, dans l'optique où de plus en plus les gens incorporent Kanban à Scrum, si vous voulez intégrer ça, ce que je viens de parler, parce que quand je parlais il y a 2 semaines, 3 semaines avec John Coleman, là, qui est un de ceux qui a fait le cours Professional Scrum with Kanban et qui a parti le nouveau mouvement de formation prokanban.org avec Daniel Vacanti. Je parlais à John, je disais, John, pourquoi tu fais des sprints de 2 semaines avec Kanban? Il dit, je sais, Daniel, ça n'a pas d'allure. Mais on n'est pas rendu là à parler de ça. C'est pour ça que je recommande des scopes de 1 mois, de 3 semaines à 1 mois. Tu sais. Mais je trouve que 2 semaines, c'est avec toutes les cérémonies qu'il y a dans Scrum, ça devient épuisant, ça devient éreintant. Mais ça, c'est mon opinion. Vous pouvez faire comme vous voulez. Avec 2 semaines, ça va marcher aussi. Ça va marcher aussi. D'avoir un mindset plus Kanban, OK, on peut prendre un sprint d'un mois pour s'inspecter, s'adapter, mais on regarde plus notre throughput puis nos métriques pour regarder, quand on fait notre planning, même si c'est un grand étendu de temps, mais regarder plus des métriques historiques pour oui, se mais, mesurer. Les métriques historiques, oui, comme tu dis, c'est ce qu'on se sert pour le probabilistic forecasting. Ouais. Mais tu as le choix, hein? Tu as le choix. Tu peux, ou bien donc, passer aucun temps puis utiliser tes données empiriques, hein, parce que Scrum dit, hey, les données empiriques, on est toutes pour l'empirisme, mais Simonac sert toutes tes données. Hein? Puis, au lieu de, avec ces données-là à 50% des estimés, ça ne te coûte rien, tu passes aucun temps, puis tu vas te tromper, tu sais, parce que c'est des estimés à 50%. Ou tu calls des meetings de 2 jours pour arriver pour faire des estimés qui ne seront pas meilleurs que ceux que tu as pris de tes données empiriques. C'est le choix, c'est qu'est-ce que tu veux faire avec ton temps. Parce que n'importe quel estimé ne tiendra pas la route. Alors, tant qu'à en faire, prends celui qui coûte le moins cher. C'est la philosophie de Kanban. Bon, je vois que Jimmy a fermé son micro. J'imagine, oui, Jimmy, ça répond que ça répond à ta question. OK, merci. Super. Merci beaucoup. Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient poser des questions ou intervenir? J'aimerais ça s'il y en a qui seraient prêts à essayer ça, parce que c'est pas difficile, puis ça donne des bénéfices là, immédiats, là, genre demain matin. Puis, c'est de la science, hein? Puis ça ouvre les horizons, ça fait les gens changent de vocabulaire, les gens évoluent vers une meilleure gestion de projet.
Parfait. Je regarde dans le chat. Je ne vois pas de questions dans le chat. Ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres témoignages ou commentaires, je pense qu'on serait au mot de la fin. Fait que j'en profite encore une fois pour vous remercier tout le monde d'avoir été là. Évidemment, je remercie Daniel pour cette conférence vraiment super intéressante. Je suis vraiment contente d'y avoir assisté. J'espère que les participants ont apprécié. S'ils peuvent donner un signal, là, si on apprécié ou quelque chose. Moi, je sais que ce sont toujours des sujets qui me fascinent et qui me passionnent. Oui, manifestez-vous. Je vois qu'il y a des gens qui ont commencé à mettre des pouces en l'air pour manifester leur appréciation. Pour ceux qui s'intéressent aussi, Daniel donne 3 autres conférences là, dans le cadre de la communauté de pratique TimeFlow Kanban. Donc, si je ne me trompe pas, on en a une le mois prochain, mars, avril et juin, si je ne me trompe pas. Donc, elles sont déjà publiées sur le site web d'Agile Montréal. Vous pouvez déjà aller vous inscrire. Puis, de toute façon, on envoie toujours des rappels près de la date de l'événement pour vous rappeler que vous vous êtes inscrit à ces conférences-là. Puis, sinon, je vous invite aussi à vous abonner à l'Infolette. C'est toujours une manière de rester à l'affût des prochaines conférences qui s'en viennent, dont celle de Daniel qui s'en viennent au cours du printemps. Puis, il y a mon ami Jimmy Carroll. Jimmy, ça me fait plaisir de te voir. Ah, super! Ça fait longtemps. Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai bien hâte de lire TimeFlow. J'avais eu la formation Kanban à l'époque, donc j'ai... Oui, mais j'ai cheminé depuis, là, Oui. Parfait. Ça me fait plaisir de te revoir, Jimmy. Honnêtement, c'est le fun. Merci. Il y a Olivier aussi qui dit « J'avais probablement essayé l'outil Jira pour les daily stand-up. » Oui. Puis là, tu vas voir avec... ben là, on n'a pas le temps de rentrer là-dedans, là, mais oui, fais-le. Oui. OK, on va le faire. OK. Parfait. Puis on pourra en discuter aussi dans un mois lors du prochain événement, là, voir s'il y en a qui ont déjà des résultats là, à partager par rapport à ça. Ce serait super intéressant. Oui. C'est juste, par contre, que je veux dire à Olivier, c'est qu'il faut absolument que la loi de détour soit respectée pour que les métriques du web paging de Daniel Vacanti soient consommables. Tu sais, c'est que je ne suis pas sûr que dans ton contexte, tes flux, là, ils respectent la loi de l'étude. C'est quelque chose qu'il faut que tu surveilles. Mais serre-toi-en quand même. Parce que Daniel Vacanti est un gros fan de la loi de l'État. Il exige qu'elle soit respectée. Puis son outil a été fait dans l'esprit que la loi de l'État se maintient bien. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que ça respecte la loi, justement? OK. Mais la loi de l'État, là, c'est que est-ce que tu connais les CFD, les Cumulative Flow Diagrams de Kanban? Pas vraiment, non. Bon, bien, essaie de regarder c'est quoi les Cumulative Flow Diagrams de Kanban, puis regarde n'importe quelle vidéo de Daniel Vacanti. Puis à un moment donné, il aborde des CFD, là, c'est sûr. Il faut que tes lignes là, ils soient toutes droites entre ton taux de réalisation du déploiement, de test, de développement. Il faut que les lignes soient parallèles. Puis ça veut dire que ton système, il respecte la loi de l'État et que le flux est maintenu, puis la stabilité du système est maintenue. La loi de l'État, si tu la respectes, ton système est stable. Si ton système est stable, à ce moment-là, le web paging de Daniel Vacanti va te donner l'heure juste. Mais si tu as un système instable, ça va être mais ça vaut la peine d'essayer. Ça vaut la peine de comprendre qu'est-ce que la loi de l'État amène à la stabilité de ton système, puis t'arranger pour que tu vises cet objectif. OK, merci.
Pas difficile, hein? C'est pas difficile. Il y a des recettes très simples pour faire ça. Super. Bon, ben, tu nous en donneras des nouvelles, Olivier, si on se revoit dans les prochains mois. Avec plaisir. Merci, Olivier. Merci, Olivier. Merci. Mhm. Bon, ben super. Je vois pas qu'il y a de nouvelles fraîches dans le chat. Donc, encore une fois, ben merci vraiment tout le monde. Merci, Daniel. Puis, j'espère vous revoir dans les prochains événements d'Agile Montréal, surtout ceux de Daniel qui s'en viennent. Vous allez voir, il y a vraiment des sujets intéressants qu'il va aborder. Oui, mais mes sujets ne sont jamais sur le sentier. Sortent tout le temps des sentiers battus. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Excellent. Ben, j'ai bien hâte de voir ça. OK. Bon, ben super. Merci tout le monde. Je vous souhaite une excellente soirée. Tu avais bien enregistré, hein? Oui, oui, c'est bon. encore en cours d'enregistrement, donc Yes. je vais l'arrêter à l'instant. Merci beaucoup, Annie. Merci tout le monde. Je suis vraiment content que vous aviez aimé.